Cette semaine, le Gérontopole a décidé d'organiser plusieurs webinaires pour informer les acteurs normands des différents dispositifs qui étaient en cours. Donc, on a eu un premier webinaire lundi sur les appels à projets et les financements pour les dispositifs médicaux numériques et l'innovation numérique pour le bien vieillir. Et donc, ce deuxième webinaire porte sur l'aménagement du territoire avec la présentation du fonds FATIS notamment et de la démarche Ville Amie des aînés. Deux intervenants aujourd'hui, donc Romain que vous venez de voir à l'écran, qui est directeur de Territage Conseil et qui est prestataire habilité à accompagner la démarche Ville Amie des aînés, qui connaît très très bien cette démarche, donc il se présentera tout à l'heure. Et puis nous avons fait appel, et je remercie Alain Lejeune qui est président du CAS 76 et adjoint au maire de Barentin, qui va venir témoigner, qui a une grande expérience également de mise en œuvre de la démarche Ville Amie des aînés dans plusieurs collectivités, donc pour pouvoir partager son expérience et on aura un temps de questions-réponses à la fin. Il ne faudra surtout pas hésiter, comme on a deux super intervenants, à leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, juste un mot avant de démarrer sur le Gérontopole. Le Gérontopole, c'est une association régionale qui est née en 2017 et qui vise à réunir un réseau d'acteurs intéressés par toutes les questions autour de la transition démographique, le besoin d'adapter la société face au vieillissement de la population que nous sommes en train de vivre, dans un but de qualité de vie des personnes qui avancent en âge. Donc ça, c'est vraiment l'objet du Gérontopole. Et donc, nous avons 4 collèges au sein de notre association, donc les collectivités qui sont nombreuses aujourd'hui, et je vous remercie d'être présents, les acteurs qui accompagnent les personnes âgées dans le champ médical, médico-social, social, associatif, et j'en passe, tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, sans forcément que ce soit dans le secteur spécifique des personnes âgées. On peut avoir des banques, on peut avoir le secteur du bâtiment, voilà, tous les secteurs économiques qui sont aussi de fait impactés par la transition démographique, et les acteurs institutionnels, notamment, donc en membres fondateurs, nous avons la CARSAT, nous avons également dans nos membres l'ARS, et puis tout ce qui va toucher au secteur de la formation et de la recherche avec des universités, voilà, des collèges divers et variés. 4 grands axes de travail qui sont définis dans un cahier des charges qui est commun à tous les gérontopoles de France, parce que je vous rappelle qu'il y a un gérontopole par région en France et qu'on travaille tous ensemble au sein d'une union des gérontopoles de France qui est née en 2022 avec un cahier des charges commun déposé au ministère. 4 axes de travail: communication, économie, formation et recherche. Donc ça, c'est ce qu'on fait au sein d'un gérontopole. Donc pour détailler un petit peu nos missions, on a des missions de sensibiliser aux enjeux de la transition démographique et à ses impacts sur notre société, donc notamment via ce type d'action qu'on mène aujourd'hui. On conseille, on oriente, on peut accompagner également nos membres, nos adhérents du Gérontopole. Notre idée, c'est aussi de favoriser, comme je vous disais, le réseau, c'est très important, favoriser les rencontres et les partenariats entre adhérents. Ça, c'est très important pour nous. Les partages d'expériences, tous les temps vraiment de rencontres qui sont très riches et qui intéressent beaucoup nos adhérents. On participe aussi et on soutient le développement de projets collaboratifs, notamment qui mettent en commun les expertises de la recherche, de la formation, les terrains d'expérimentation, et toujours dans un objectif d'impliquer les publics concernés. Ça, c'est très, très important au sein du Gérontopole. Je vous rappelle qu'on a un Living Lab, intégrer le public concerné, que ce soit les professionnels quand il s'agit d'innovation dans le champ de l'accompagnement ou des seniors eux-mêmes. Donc, c'est vraiment l'ADN du Gérontopole. Et puis, une dernière mission qui est de valoriser les acteurs normands, valoriser les innovations, ce qui se passe sur notre territoire, parce qu'il se passe plein de belles choses en Normandie, et de le valoriser à l'échelle locale, régionale, nationale aussi, via l'UGF, voire internationale. Donc ça, c'est un peu pour vous poser le cadre du Gérontopole. Très rapidement, la transition démographique, c'est quoi? Je vous ai pris un diaporama qui a été présenté par l'INSEE à notre journée Silver Economy qu'on organise tous les ans, qui est le Silver Day. Les données parlent, et puis les graphiques aussi, donc on trouvait ça intéressant de vous le présenter en introduction. Quand on voit l'évolution de la pyramide des âges, on comprend très rapidement ce qui est en train de se passer. Donc, quand on regarde dans les années 68, il y avait beaucoup de jeunes, des actifs et très peu d'âgés, voire de très âgés. Vous voyez, les plus de 75 ans, il y avait un tout petit triangle. Aujourd'hui, on a une forme de pyramide qui est en train de se modifier.
plutôt avec un tube et puis un plus gros triangle au-dessus pour les plus de 75 ans. Et ce qui nous attend en 2070, hein, comme vous le voyez, c'est beaucoup moins de jeunes, beaucoup moins de population active en âge de travailler, des 60-74 ans qui sont des seniors plutôt jeunes qu'on a déjà hein, sur nos territoires aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le graphique d'à côté. Et ce qui évolue, en fait, c'est la part des plus de 75 ans qui va vraiment être beaucoup plus importante, avec des questions à se poser sur comment on accompagne ces personnes-là, comment on les intègre dans la société et comment on aménage les territoires pour pouvoir permettre la citoyenneté et l'accès à ces personnes depuis 75 ans. Donc, je pense que bon, on les connaît tous, hein, ces graphiques, mais c'est important de reposer le cadre dès le départ. Là, c'est encore quelque chose qui a été présenté par l'INSEE. On voit qu'on atteint en fait notre pic et une stabilisation du nombre de personnes âgées, donc de plus de 60 ans, à partir de 2040, à peu près. Donc là, on est dans la montée. Et quand on regarde la projection, donc la pyramide des âges que je vous ai mise à droite, c'est la Normandie. Le trait rouge, c'est 2020. Donc à peu près ce qu'on a aujourd'hui, avec finalement assez peu de plus de 75 ans. Et puis à partir de 2070, vous voyez hein, la part des plus de 75 ans qui va vraiment augmenter. Et quand on regarde les chiffres entre 2020 et 2050, alors je vous ai mis 2050 dans les chiffres parce qu'on arrive mieux à se projeter en 2050, c'est dans 25 ans. Quel âge vous aurez-vous en 2025 dans 25 ans, pardon. Voilà, ça permet de se dire dans 25 ans où je serai. Et on voit donc qu'aujourd'hui, dans les années 2000, on est à 7% de plus de 75 ans, ce qui représentait 0,33 millions en Normandie. Et donc, en 2050, on passe à 19%, hein, vu ce que je vous ai dit qu'il allait y avoir moins de jeunes et moins de population active, 19% de plus de 75 ans, ce qui va représenter près de 0,6 millions de personnes en Normandie. Donc, c'est des chiffres, mais c'est des chiffres qui permettent de comprendre un petit peu où on va. Je ne vous ai pas mis la courbe de la population active, mais à partir de 2040, hein, cette population active diminue, donc ce qui va aussi impacter toute notre société et notamment l'économie et l'emploi. Donc ça, c'était la question de la transition démographique. Je vous ai mis quelques graphiques par département. Peut-être que ça peut vous intéresser. Donc, la tendance, elle est la même un peu partout, hein, moins de jeunes, moins de population active, plus de personnes de plus de 75 ans, avec des disparités, hein, notamment dans l'Eure, la Manche et l'Orne, où on a des jeunes qui partent parfois faire leurs études ailleurs. C'est une tendance qui est un peu plus prononcée dans ces trois départements-là, mais tous les départements de Normandie sont touchés par ce qu'on vient de présenter précédemment. Vous retrouvez tous ces graphiques, hein, bien sûr, sur les pyramides des âges interactives sur le site de l'INSEE. Et je vous invite aussi à aller consulter les dernières publications qu'ils ont faites sur... il y en a une sur l'attractivité démographique de la Normandie. C'est vraiment très, très riche, les données de l'INSEE. Juste pour terminer, il y a énormément de facteurs qui influencent le bien vieillir des populations, des habitants. Et c'est des déterminants de la santé hein, que je vous présente là. Il y a tout ce qui va concerner l'individu, son hérédité, les comportements, l'hygiène de vie qu'il choisit d'adopter. Mais ce n'est pas que ça. Le milieu de vie a un impact très, très important et est un déterminant du bien vieillir plus important presque que ce qui va dépendre de la sphère individuelle. Et également l'environnement global dans lequel on vit. Donc, tout ça pour vous montrer que l'aménagement du territoire et le rôle des collectivités est vraiment majeur dans la qualité de vie des habitants qui vieillissent en âge. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole maintenant à Romain qui va plus rentrer dans le détail des outils qui existent justement pour vous aider à aménager vos territoires en intégrant bien évidemment votre population et les personnes seniors dans ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc, Romain, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Romain Miel-Chirou, je suis le directeur du cabinet Héritage Conseil. Je suis prestataire référencé par le réseau francophone des villes amies des aînés. Et c'est donc à ce titre-là que je vais vous présenter cette démarche Amis des aînés et le fonds d'appui Fatis qui est associé.
Très rapidement, donc mon cabinet de conseil Héritage a été créé en 2021. J'ai déjà accompagné 22 collectivités sur leur démarche vis-à-vis des aînés en France, Outre-mer, Europe, j'ai un vrai ancrage normand puisque j'ai à peu près un quart de mon activité vis-à-vis des aînés qui s'est déroulée en Normandie. On parle du Havre, de Barentin, de Montivilliers, de Grand-Couronne et d'Elbeuf-sur-Seine pour l'instant. Voilà. Je vais pas m'attarder sur moi-même parce que c'est pas très très intéressant, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous parler tout de suite de la démarche Ville-Amis des aînés c'est une démarche qui est portée en France par le réseau francophone des villes amies des aînés, qui est une association, comment dire, associée affiliée à l'Organisation mondiale de la santé. Il faut savoir que l'OMS pilote cette démarche Amis des aînés dans le monde entier puisque c'est une démarche internationale qui existe vraiment partout dans le monde, notamment au Japon, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Espagne, en France. Voilà, c'est vraiment une démarche internationale et qui est développée en France en prenant en compte les spécificités du paysage politique et administratif français. Voilà. Première chose, malgré son nom, le réseau francophone des villes amies des aînés ne concerne pas que des villes, puisqu'il y a dedans des villes, mais aussi des intercommunalités, des régions, des départements, des villages, des métropoles. Voilà. Il y a aujourd'hui plus de 26 millions d'habitants qui vivent dans les 365 territoires amis des aînés. Et concrètement, le réseau Ville Amis des aînés, qu'est-ce qu'il fait? Il valorise les territoires qui sont engagés dans cette démarche à travers le label. Il organise des colloques et des temps de formation. Il diffuse des fiches partage d'expérience et il lance un concours annuel pour mettre en valeur les initiatives locales. Et il publie des fascicules thématiques et des kits pratiques pour vraiment promouvoir et avoir ce support un peu théorique sur cette question de la prise en compte du vieillissement. Et pourquoi ça? Parce que l'objectif de la démarche Ville Amie des aînés, c'est avant tout d'aider les territoires à mieux s'adapter aux besoins des aînés. Pour notamment lutter contre l'agisme, qui est une des valeurs principales de la démarche Ville Amie des aînés, qui est aussi une des valeurs principales de mon cabinet, c'est vraiment prendre en compte les atouts que représente le vieillissement pour les territoires. On entend tout le temps et trop souvent le vieillissement comme quelque chose de négatif, la vieillesse comme un problème, mais en réalité, c'est aussi un énorme atout pour les territoires. Et la question d'intégrer le vieillissement dans la réflexion et de prendre en compte vraiment toutes les opportunités qu'il offre est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, à mon sens. Et donc, il y a aussi ce travail-là de lutter contre ces perceptions un peu des fois stigmatisantes. Cette démarche Ville-Amis des aînés, elle permet de remettre les citoyens âgés au cœur de la réflexion et de construire une vision partagée du territoire. Tout ça au travers d'une méthodologie de diagnostic éprouvée. En fait, cette démarche, elle est basée sur 8 thématiques que vous avez sur la droite qui concernent à la fois l'environnement bâti et l'environnement social. Sur l'environnement bâti, on s'intéresse aux 3 thématiques habitat, espace extérieur et bâtiment, ainsi que transport et mobilité. Sur l'environnement social, on a 5 thématiques, culture et loisirs, lien social et solidarité, participation citoyenne et emploi, autonomie, services et soins, information et communication. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a vraiment une vision à 360 degrés du quotidien des seniors. Et c'est l'intérêt de cette démarche Ville Amie des aînés, cette mise en cohérence de ce qui existe. On n'est pas sur une démarche purement sociale ou médico-sociale ou de santé. On est sur une démarche de territoire. Pourquoi? Parce que on part du postulat qui est confirmé dans à peu près tous les domaines, que c'est le territoire qui crée les incapacités et pas les individus. Et donc l'enjeu, il est d'adapter le territoire aux spécificités de sa population pour avoir des dispositifs qui ne soient pas excluants et qui incluent tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a cette vision à 360 degrés qui va toucher aussi bien au transport, aux conditions d'habitat, mais aussi aux loisirs et à l'information et à tout ce qui fait qu'on peut vivre pleinement et être épanoui
dans, dans sa vie, y compris quand on vieillit, y compris quand on est senior. Voilà. Maintenant que je vous parle de ça, c'est bien beau, mais concrètement, comment on mène une démarche Villamy des aînés? Il faut savoir que la démarche Villamy des aînés, c'est un cadre général qui s'adapte à la réalité de chaque territoire. Il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires quand on mène une démarche Amis des aînés, notamment le fait d'avoir une gouvernance transversale ou d'inclure les habitants dans la réflexion. Mais il n'y a pas une seule et unique façon de faire. Donc là, ce que je vous présente, c'est comment, à Territage, on voit cette méthodologie de projet. La méthodologie d'une démarche Villamy des aînés, elle commence forcément par l'adhésion au réseau, ce qui permet de participer à la vie du réseau et notamment de bénéficier de colloques, d'événements, de formations, de fascicules, d'outils, tout ce qui permet de se former et de comprendre. Ensuite, on structure la gouvernance. C'est à la fois un comité de pilotage qui va être large et partenarial et un comité technique qui va être beaucoup plus opérationnel. Le comité de pilotage, on va être généralement entre 20 et 40 participants. On va avoir des élus de la collectivité, on va avoir les différents services de la collectivité, mais aussi des partenaires du territoire, qui peuvent être des associations, par exemple associations de commerçants, associations culturelles ou associations club de seniors, club de troisième âge, mais aussi des acteurs, des partenaires institutionnels. Par exemple, si on a une ville, l'intercommunalité ou le syndicat de transport ou des bailleurs sociaux. L'objectif de cette gouvernance, c'est vraiment de poser les bases de la transversalité et du fait qu'on a besoin que des représentants soient là dans les 8 thématiques que je viens d'évoquer pour pouvoir mener une démarche qui permettra de répondre aux envies et aux besoins des seniors du territoire à 360 degrés et sur tous les éléments. Ensuite, ça va permettre d'animer le diagnostic participatif. Parce qu'on veut partir de la parole des habitants, on veut commencer par là. Faire des ateliers participatifs avec les seniors pour savoir précisément et échanger avec eux quelles sont leurs envies et quels sont les besoins qu'ils identifient, eux, avec leur spécificité d'usage. Dans le même temps, on va pouvoir faire un état des lieux du territoire, qui est à la fois un portrait statistique du territoire et une cartographie des acteurs et des dispositifs existants. Ça permet vraiment de bénéficier à l'instant T d'éléments un peu factuels et chiffrés de données sur le territoire et sur là où on en est de la prise en compte du vieillissement dans les 8 thématiques dont on vient de parler. Et tout ça, ça permet d'animer un audit technique en consultant les professionnels, les élus et les partenaires, donc sur la même base que ceux qui composent la gouvernance, et de recueillir l'avis de ces partenaires-là de manière transversale pour pouvoir porter un plan d'action qui va être partagé, non pas juste à l'échelle de la ville, mais vraiment à l'échelle du territoire. Ça va dépasser la simple collectivité pour être vraiment un plan d'action sur le territoire. Et tout ça, mis bout à bout, ça permet d'obtenir le label Amis des aînés, qui valorise l'engagement de la collectivité, mais qui offre aussi de nouvelles opportunités de financement. Si vous avez des questions plus concrètes sur chacune des étapes, vous pourrez solliciter dans les questions éventuellement après, mais je ne vais pas m'étendre dessus pour pas monopoliser la parole là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Par contre, je viens de vous parler du label. Ce label Amis des aînés, il a été créé en 2021. Il est basé sur 110 critères, avec un seul objectif, c'est d'être bienveillant et de valoriser l'engagement des collectivités en faveur du mieux vieillir. Il y a 4 niveaux de labellisation, bronze, argent, or et platine. Il faut savoir qu'en France, on a 70 territoires qui sont labellisés. C'est très bien parce que c'est un label qui est assez récent et qui permet cette prise en compte, mais c'est aussi très peu. Par exemple, en France, il y a 36 000 communes. Je ne parle pas des départements, des régions, des EPCI. Juste communes, 36 000, et là, on a 70 territoires labellisés. Donc, c'est vraiment une volonté de reconnaître l'engagement des quelques-uns qui ont envie de le faire.
Alain Lejeune pourra vous en parler bien mieux après avec sa double casquette de double labellisé. Voilà. Il faut savoir que parmi les 70 territoires, il y en a 7 qui sont labellisés en Normandie. Caen, Louviers, Barentin, Darnétal et Montivilliers niveau or, ainsi que Le Trait niveau argent et Trouville-sur-Mer niveau bronze. 4 territoires également qui sont en route vers le label. Voilà. Et vous allez me dire, OK, la démarche, le label, tout ça, c'est bien. C'est pas forcément facile à mettre en œuvre, surtout quand on connaît les ressources limitées des territoires. Et c'est pour ça qu'a été créé le FATIS, le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors. C'est quoi? C'est un accélérateur pour le déploiement de projets d'adaptation des territoires au vieillissement de la population. En gros, et pour faire beaucoup plus simple que leur titre, c'est tout simplement un fonds d'appui, donc des subventions, pour mettre en œuvre une politique de l'âge sur son territoire. Il est porté par le réseau Ville-Amis des aînés et soutenu par le ministère chargé de l'autonomie et par la CNSA. Le fait qu'il soit porté et géré par le réseau, ça veut dire qu'il est géré et porté par une structure associative. Ça veut dire que les conditions d'entrée, notamment les dossiers de candidature, sont beaucoup, beaucoup plus simples que les subventions ministérielles habituelles où il faut passer 3 semaines avec un ETP dessus. Les conditions les modalités administratives et la paperasse pour obtenir le FATIS sont quand même largement accessibles. De mémoire, c'est un dossier de candidature qui fait 7 pages, plus une lettre d'engagement des élus. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez court et simple. Il comporte 2 axes. Le premier, c'est une bourse en faveur de l'ingénierie de développement d'une politique de l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une subvention selon la taille du territoire de 15, 20 ou 25 000 euros maximum pour faire appel à un expert référencé pour mettre en œuvre la démarche Amis des aînés sur son territoire, mettre en œuvre la phase de diagnostic et adopter son plan d'action Ville Amis des aînés. Cette partie, elle est réservée aux territoires qui sont adhérents et en route vers le label. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif d'être accompagné pour obtenir, pour adopter pardon, un plan d'action et mettre en œuvre la phase de diagnostic. Et il y a un deuxième axe, et là c'est vraiment le support à la création de projets dans les territoires. C'est 40 000 euros maximum par projet pour 3 projets sur 3 catégories différentes. Les améliorations structurelles et pérennes de l'espace public, des actions relatives à l'information et à la communication, et aussi des équipements pour des tiers-lieux soutenus par des collectivités et gérés par des acteurs à but non lucratif. Et cette partie-là, elle est réservée aux territoires qui sont soit labellisés, soit en route vers le label. Voilà un peu pour l'écosystème global Ville-Amis des aînés, ce qui permet de faire dans les territoires et la méthodologie qui permet d'avoir un cadre commun et intéressant de diagnostic formalisé et de vie de réseau pour mettre en commun des choses. Voilà pour ma présentation. Je vais passer la parole à Alain Lejeune qui va se présenter. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci Romain. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer effectivement de présenter de manière concrète la mise en œuvre de la démarche pour obtenir le label, quel que soit son niveau d'ailleurs. Sachant que j'ai effectivement les 2 versants et je salue particulièrement Céline et Philippe Delouvier qui sont présents, me semble-t-il. Voilà, j'ai la chance d'être ou d'avoir été directeur de l'action sociale sur Louviers, donc collectivité de 20 000 habitants dans l'Eure, et adjoint au maire en charge des solidarités dans une ville de 12 000 habitants, Barentin, en Seine-Maritime. Je vais surtout m'attarder sur l'exemple de la ville de Barentin pour pouvoir dire l'intérêt que la démarche porte et pourquoi on s'est engagé sur cette démarche pour obtenir le label et pourquoi on a fait appel finalement à un cabinet et à Romain en particulier, puisque nous avons travaillé avec lui.
en fait, dans une collectivité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa grandeur, il n'est pas rare, voire il est même habituel que des actions nombreuses et variées animent le territoire pour l'ensemble des âges que compose la ville. Seulement, bien souvent, la problématique est que les choses se font de manière soit très silotée, soit de service en service, et que la vision globale que propose la démarche Ville Amis des aînés, au départ, ne soit pas évidente. C'est-à-dire que quand on s'interroge, on se dit, mais est-ce qu'on peut rentrer dans une démarche telle que la Ville Amis des aînés, puisque vous avez vu qu'elle regroupait 8 axes principaux, elle avait un certain nombre d'indicateurs pour entrer dans la démarche, et on se dit, oh là là, finalement, c'est peut-être pas pour nous. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, la première des démarches à faire, et le cabinet pour ça peut nous aider, sur le diagnostic territorial. Je pense que, alors les CCAS peuvent le faire au travers de leur l'analyse des besoins sociaux, l'ABS qu'on fait normalement au début de chaque mandature, chaque nouvelle mandature. Et ABS ou un vieux diagnostic, ça permet justement à la fois d'actualiser les données qu'on a sur le territoire. Il y en a un petit peu partout, on peut les collecter. Tout à l'heure, Marine nous faisait part des chiffres INSEE, etc. Donc on en trouve un peu partout sur notre territoire. Mais en même temps, ça permet surtout de scruter ce qu'on fait déjà. Et des fois, je le disais, c'était pas forcément, ça peut être le transport, qui n'est pas uniquement un transport en direction des personnes âgées ou des seniors de la ville, mais de tout le monde, mais pour lequel, bien évidemment, les seniors ont accès. Et donc, on fait un diagnostic complet, et ce diagnostic pour les villes. Alors, sur Louviers, si au départ l'élu a été, alors il faut véritablement que les élus soient motivés dans le portage de la démarche. Ça me paraît essentiel. Mais on a eu la chance sur Louviers, finalement, que le maire soit OK pour la démarche, et surtout qu'il la porte. Et enfin, qu'il accepte qu'on dédie une ressource en interne. Donc, sur Louviers, on n'a pas de suite pris un prestataire. On s'est fait aider sur l'accompagnement par l'AVADA au moment où on cherchait à obtenir le label. Mais donc c'est Philippe qui s'est chargé du travail, et c'est un gros travail de recensement, de questionnement, etc. Et pour pouvoir rentrer dans le cadre. En tout cas, de pouvoir le présenter dans le cahier des charges du cadre. Sur Barentin, nous n'avions pas cette possibilité, puisque c'est une plus petite commune et qui n'a pas les mêmes forces vives en termes de ressources humaines. Et donc là, l'idée, c'était justement de se faire aider pour pouvoir dépasser cette première difficulté, si je puis dire. Et donc, on a fait appel à Romain et à son cabinet pour aider le Centre communal d'action sociale et la ville à structurer sa présentation et aller ce vers quoi nous attendait le cahier des charges et le label. Ça permet vraiment de se structurer, puisque du coup, ça devient un outil structurant pour la collectivité. Alors, la ville de Barentin avait quand même fait un ABS. À mon arrivée, j'avais demandé est-ce qu'on fasse un ABS. Donc, il y avait quelques éléments qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Mais surtout, ça permettait à la collectivité et à son CCAS d'être accompagné du début à la fin, et cela avec on va dire une mise de fonds relativement faible. Alors, Romain le dirait, parce que j'ai plus en tête le coût de cet accompagnement, mais franchement, il est tout à fait accessible, et ça permet vraiment d'être accompagné professionnellement. Et donc,
nous, ça nous a permis à la fois de regarder ce que nous faisions déjà, et la ville de Barentin, sur le territoire, en tout cas, est reconnue pour faire beaucoup de choses en direction de ces seniors. Mais c'était aussi, et je crois que c'est important de le dire, puisqu'en anglais, hein, c'est ville amie de tous les âges, c'est age friendly. Et donc, c'était comment la ville, dans l'ensemble de ses actions, ou de ses initiatives, ou de ses projections d'action, quel que soit son âge, on vit bien sa vie, et ce que disait Romain, dès lors que le territoire est bienveillant à tous les âges, ça permet effectivement à tous les citoyens de rester actifs et de vivre sa vie du mieux qu'on peut en fonction de ses capacités, de son avancée en âge. Donc ça nous a permis vraiment, avec lui, de segmenter selon les 8 axes tout ce qu'on pouvait faire, de nous pousser un peu à aller interroger l'ensemble des services, les services techniques. On n'a pas toujours l'habitude, hein, pour ceux qui connaissent bien les CCAS, n'ont pas souvent l'habitude de travailler avec leurs services techniques ou l'URBA, etc. On est sur des habitudes de travail qui sont souvent silotées. Et donc là, ça nous permet de pousser un peu les murs et de faire en sorte aussi que les collaborateurs, les agents des villes, finalement, s'intéressent à cette question-là, puisque lorsqu'on a du matériel urbain, eh bien, on permet aussi, avec cette sensibilité, en questionnant, etc., ça permet aussi d'ouvrir le champ, l'état d'esprit de nos collègues sur ces questions-là, parce que c'est quand même une question globale dans l'ensemble. Donc, ça permet d'ouvrir toutes ces portes, de travailler ensemble, de mettre en place effectivement un comité opérationnel qui regroupe un certain nombre d'acteurs du territoire. Alors, on a aussi, et je crois que c'est important de le dire, intégré les populations, c'est-à-dire les personnes âgées, mais pas que. On a aussi intégré sur des ateliers, sur des questionnements dans les ateliers, etc., pour avoir leur témoignage et comment eux vivent la ville, puisque, bon, nous, on a une vision, mais eux ont la leur, ils la pratiquent au quotidien. Et en rassemblant un peu tout ce diagnostic, toutes ces approfondissements sur les axes, et bien derrière, on peut commencer à élaborer un recensement presque à l'après-vert de toutes les actions menées sur le territoire et regarder forcément les forces et les faiblesses de nos actions, puisqu'il y a des endroits où on est plutôt très, très fort, très impliqué, et puis il y a des endroits où on s'aperçoit que pour répondre correctement aux 8 axes, il y a des endroits où on est peut-être un peu plus faible que d'autres. L'idée, dans un premier temps, même si ça révèle nos faiblesses, c'est plutôt de pointer là où on est plutôt fort et là où on peut travailler en synergie avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient. De manière, ça c'est important, puisque lorsqu'on va porter la démarche pour avoir le label, bien évidemment, on va travailler sur ce qui fait notre force, ce qui est le territoire, mais aussi on va commencer à regarder ce qu'on va vouloir mettre en œuvre pour les 3 années, voire 5 années qui viennent, avec un développement de l'activité. Donc, je pense qu'il est important, dès lors qu'on n'a pas la ressource humaine en interne, de s'orienter vers une expertise externe qui aide, parce que je pense qu'au départ, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à un élu. Alors aujourd'hui, l'Avada s'oriente aussi, enfin, c'est pas s'oriente, c'est ouvert sur les villages. Donc, il y a une démarche village ami des aînés aussi, qui permet aussi d'être sur le territoire bien accroché aux réalités sur la dimension d'un territoire rural qui n'a pas forcément les mêmes priorités ou en tout cas les mêmes capacités. Donc là aussi, il y a un travail qui est fait. Donc, en tant qu'élu, la première des choses, moi je crois qu'à Barentin, ça a soulagé les équipes de savoir qu'il y avait un accompagnement externe qui allait structurer la démarche.
parce qu'ils ne l'avaient pas forcément de manière naturelle. Et surtout, et là je pense que tout le monde sera d'accord, en tout cas beaucoup, c'est le temps qui manque. On a l'impression qu'on n'aura pas le temps nécessaire pour conduire cette démarche dans les temps à peu près raisonnables. Et donc, l'idée d'avoir quelqu'un en externe, ça permet à la fois d'avoir une démarche structurée, mais aussi d'être un peu boosté par le cabinet qui nous fixe un certain nombre de paliers de chrono ou rétro-planning. Et ça, du coup, on est obligé de s'y tenir et d'avancer de manière importante. Voilà, on est accompagné véritablement. Et ça, en tant qu'adjoint au maire de Barentin, puisque l'élu, bien évidemment, il porte la démarche, mais ceux qui font sont quand même globalement les techniciens. Donc, il faut cet attelage important, mais pour pouvoir éviter que les techniciens aient peur de l'ampleur du travail, je pense que l'aide qu'apporte un cabinet, notamment en particulier là, dans le cas présent à Barentin, celui de Romain, ça a permis véritablement de lever les quelques freins que l'on pouvait avoir. On sait aussi que, en tant qu'élu, on a le devoir de se projeter pour demain, puisque la ville, ce que disait tout à l'heure au travers des chiffres Marine, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur, à trouver face à nous, et donc il faut qu'on mette en place des politiques publiques qui permettent d'anticiper du mieux qu'on peut, avec nos forces, ce vieillissement de la population, tout en restant, je le redis quand même parce que pour moi c'est primordial aussi, c'est vraiment tout en privilégiant aussi tout ce qui tourne autour de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que l'idée d'une démarche ville-amie des aînés, ce n'est pas de ghettoiser ou de sectoriser l'intervention, c'est bien de regarder sa ville de manière très complémentaire et de faire en sorte que tout le monde, quel que soit son âge dans la ville, puisse y vivre bien. On doit pouvoir trouver des magasins proches de là où on vit, etc., etc. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus bavard. En tout cas, moi, c'est une démarche qui, je trouve, est très intéressante, à la fois en tant qu'élu et à la fois en tant que technicien. Dans les deux villes, on a effectivement obtenu le label Or. Après, il faudra continuer à travailler sur les deux villes pour se maintenir, voire évoluer sur le label Platine. Mais ça permet aussi surtout d'évaluer le travail qu'on fait pendant plusieurs années, puisque comme tout label, il y a un re-questionnement, une évaluation du travail qui a été accompli et de l'avancée qu'on a eue sur toutes ces dimensions. Donc, je vais laisser plutôt la parole aux questions-réponses et au débat, parce que ça me semble peut-être plus intéressant. Voilà, parce que je pourrais exposer longtemps, puisque je suis quelqu'un d'acquis à l'idée de la démarche ville-amie des aînés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lejeune, et puis merci pour votre engagement. Vraiment, c'est très, très riche. Donc là, on peut voir l'intérêt de mettre en place cette démarche qui est une démarche, comme vous l'avez dit, transversale, mais aussi qui concerne tous les âges de la vie. C'est vrai que c'est comment on intègre les publics âgés, mais en prenant en compte aussi les jeunes, les actifs. C'est vraiment pour tous les habitants, quels qu'ils soient, avec cette opportunité de financer via le fonds Fatis, qui vient de ressortir, l'accompagnement dont Monsieur Lejeune a pu vous parler dans un premier temps, et dans un second temps pour les collectivités labellisées, aider à financer les actions du plan d'action. Donc c'est vraiment ces deux axes-là, mais c'est vrai qu'avant de se lancer dans un plan d'action, il faut faire un état des lieux avant de lancer toute démarche, et ça, donc ça, vous l'avez très très bien exposé. Merci beaucoup. Nous, le Gérontopole, juste un mot, on est adhérent du réseau Ville-Amie des aînés parce qu'on croit vraiment dans cette démarche. Comme disait Romain, il y a encore très très peu de collectivités engagées aujourd'hui en France, et je vous ai mis les chiffres dans la conversation. Nous avons un peu plus de 25 collectivités engagées seulement en Normandie, j'ai envie de dire, quand on voit le nombre de collectivités que vous êtes.
Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment promouvoir cette démarche et puis promouvoir ce fonds qui est à votre disposition et qui est encore plein, j'ai envie de dire, avec l'opportunité de l'utiliser voilà, avant qu'il soit totalement épuisé. On vous a mis également dans le diaporama, vous l'aurez, les coordonnées pour nous contacter, soit le réseau, soit Romain au titre de sa structure autorisée à accompagner les diagnostics, soit le gérontopole si vous avez des questions un peu plus générales. Nous, on travaille avec Romain aujourd'hui parce que Romain, il connaît bien la Normandie, il connaît très très bien le réseau parce qu'il a lui-même depuis plusieurs années fait partie de ce réseau. Et c'est vraiment important, comme disait Monsieur Lejeune, de faire appel à des structures qui ont l'habitude et du coup qui savent très bien ce qu'il faut faire, qui vont vite, qui accompagnent les collectivités d'une manière vraiment efficiente parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une question de temps, et il faut vraiment optimiser tout ce travail. Donc voilà, donc vous retrouverez sur le site, je vous ai mis aussi le site du réseau francophone de la ville amie des aînés, toutes les données et notamment la liste des structures et les contacts nécessaires. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc on vous laisse la parole, Monsieur David. Je vous laisse poser votre question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Eh ben, c'est pas une question, mais deux questions, si vous me le permettez. Bien sûr. La première, c'est de savoir si, déjà, avant de poser les questions, merci pour ces présentations. Et c'est super intéressant d'en prendre connaissance. Et effectivement, j'avais déjà entendu parler, moi, de cette démarche via le réseau Petites Villes de Demain, notamment, auquel je sais que Barentin est par ailleurs assez lié. Mais voilà, je ne connaissais pas en détail, donc merci bien. Alors, ma première question, c'est est-ce que le label est adapté pour des collectivités de toute taille? Est-ce qu'il y aura un sens, par exemple, à accompagner des villages? Je suppose qu'il y a toujours un sens à accompagner les villages dans l'adaptation de leur espace urbain et de leur politique au vieillissement. Mais simplement, voilà, vis-à-vis des 110 indicateurs, est-ce que ça reste envisageable? Et la question sous-jacente, qui, je suis désolé, va peut-être un peu froisser Romain, mais je dois la poser quand même, c'est pour ces collectivités-là de petite taille, est-ce qu'on pourrait aussi avoir une démarche de diagnostic sans forcément passer par un prestataire, c'est-à-dire sans solliciter le FATIS, parce que j'ai bien compris qu'il était lié à cette prestation-là, mais ce qui permet aussi peut-être d'aborder les choses un petit peu plus simplement pour des collectivités de moindre taille. Alors, je vais laisser Romain répondre, mais oui, vous avez raison de poser cette question. Merci beaucoup. Effectivement, la démarche, elle est adaptable à tout type de territoire, que ce soit des petites collectivités, des moyennes, des grosses, des EPCI, des agglos, des départements, des régions. Vraiment, la démarche, elle s'adapte à tout type de collectivité. Et puis, alors, sur la faisabilité de le faire en interne, chaque collectivité, en fait, est libre. Vous pouvez tout à fait prendre la démarche, le faire vous-même en interne. Par contre, il n'y a pas de possibilité de mobiliser le fonds, me semble-t-il. Je te laisserai répondre, Romain, mais voilà, il n'y a pas d'accompagnement financier pour toute la démarche si on le fait en interne, alors que c'était le cas avant, Monsieur Lejeune, si je ne m'abuse. Enfin voilà, je vais vous laisser. Non, c'est Romain dit non. Là, je vous laisse répondre, parce que c'est vous qui maîtrisez. Mais tout est possible. Ouais, effectivement, tout est possible, ça c'est sûr. Sur la première question pour les villages, historiquement, il y a eu des adhérents de toute taille dans le réseau des villes amies des aînés. L'adhérent le plus petit du réseau doit avoir 200 habitants. Le plus gros, c'est maintenant qu'il y a les départements, ça se compte en plusieurs millions d'habitants. Et il y a un label village qui a été lancé il y a 2 ans, qui est de plein droit pour les collectivités de moins de 2000 habitants et qui est sur option pour les collectivités entre 2 et 4000 habitants qui peuvent choisir le label village ou le label classique, où le nombre d'indicateurs est réduit et où, du coup, c'est un peu plus simple à faire. Ça me rassure. Voilà. Même si dans les faits, c'est des indicateurs, quand on les connaît à l'avance, et Alain pourra le dire, il a eu 2 fois le label or, une fois en n'étant pas accompagné, une fois on a travaillé ensemble, qui est tout à fait atteignable à partir du moment où on les connaît à l'avance. Mais effectivement, il y a cette facilité pour les villages
qui n'ont pas le même point. Pour la partie de le faire seul ou pas, toutes les villes sont libres de le faire seul ou de le faire avec un prestataire. Sur le fonds d'appui, il y a 2 axes. L'axe 2, qui est pour les territoires labellisés, suffit d'avoir été labellisé. Sur la première partie, effectivement, c'est un accompagnement financier pour faire appel à un expert référencé. C'est pas pour le mener en interne et ça n'a jamais été possible de bénéficier de fonds pour le mener en interne. Après, il faut savoir que donc le fonds d'appui sur l'axe 1 est de 3 niveaux. En dessous de 20 000 habitants, c'est 15 000 euros maximum. Entre 20 000 habitants et 200 000, c'est 20 000 euros maximum. Et au-dessus de 200 000, c'est 25 000 euros maximum. Il faut savoir que ces montants-là font que pour une collectivité jusqu'à aller 50, 60, voire 80 000 habitants selon les configurations, moi du moins chez Héritage, ce fonds d'appui couvre entièrement l'intervention de Héritage pour mon cas. Pour les autres cabinets, je ne sais pas. Mais chez Héritage, jusqu'à 5 ans, entre 50 et 80 000, ça couvre entièrement l'intervention. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, pardon. Oui, merci. Oui, je suis effectivement rassuré de voir qu'il y a une adaptation du label pour les collectivités de moindre taille. Et j'entends bien aussi le fait que le coût que l'aide puisse couvrir le coût de la prestation de toute façon. Mais bon, je pense de mon expérience en fait et dans le concret, je parle du coup de l'expérience avec les petites collectivités, encore une fois, hein, je parle vraiment de villages de quelques centaines d'habitants. Ce genre de démarche pourrait être porté par exemple par un ou une élue retraitée qui a du temps et qui s'y consacre à fond. Et je pense qu'avec un bon coup de pouce aussi de la part, par exemple, des services de l'État, ça pourrait le faire en fait, sans qu'il soit nécessaire de se lancer dans une démarche de prestation. Mais j'entends par contre tout à fait l'opportunité d'avoir cette démarche-là pour des petites villes, quoi. Non, alors, si je peux juste compléter, effectivement, même que vous fassiez en interne ou faire appel à un cabinet, il faut de toute façon une personne référente. Donc, si vous avez des élus retraités ou des habitants voilà, engagés, bien au contraire, c'est tout l'intérêt de la démarche aussi, hein, d'intégrer tous les habitants. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, de faire appel à quelqu'un qui connaît, enfin ça c'est mon regard à moi, hein, très extérieur aussi, mais faire appel à quelqu'un qui connaît, qui a l'habitude d'accompagner, quelle que soit la taille de la collectivité, je pense que vous gagnez du temps, vous gagnez en efficience. Enfin, peut-être Monsieur Lejeune pourra en parler, la différence avec quand il l'a fait en interne et la différence avec un accompagnement. Je pense que c'est quand même un gain d'efficience et de... Voilà, Monsieur Lejeune, je vous laisse reprendre la main. Oui, je confirme, je dirais 2 choses. La première, c'est effectivement le gain en termes de temps. À Louviers, ça a pris un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années, entre le moment où on a réfléchi à s'engager, on est devenu adhérent, et le moment où on a pu se présenter au label, quel qu'il soit. Hein, on ne se présente pas à un niveau, mais on se présente au label et après on a un niveau. Et je pense qu'on a dû être aux alentours des presque 3 ans. Donc c'est important quand on fait tout seul. C'est 20 000 habitants, hein, je rappelle. Quant à Barentin, entre le moment où on a émis l'idée et le moment où on a pu obtenir, bien évidemment, on était plutôt aux alentours de 1 an et demi, 2 ans, Romain me le dira, plutôt 1 an et demi, entre le moment où on s'est vraiment engagé et le moment où on a pu présenter. Donc, vous voyez, bon, là, c'est une ville de 12 500 habitants. On voit qu'il y a un gain de temps. Mais il y a aussi ce qu'il ne faut pas négliger, malgré tout, il y a, au travers de l'accompagnement, il y a l'apprentissage d'une méthodologie. Et cette méthodologie-là, si vous ne l'avez pas, c'est justement là où vous perdez beaucoup de temps. Et pour les techniciens, d'avoir cet accompagnement, c'est intéressant parce qu'à la fois, ils ont l'accompagnement, mais à la fois, ils apprennent, donc ils montent en compétences
sur de la méthodologie, parce que cette méthodologie qui est proposée, pour un certain nombre d'autres actions, ben, elle peut être pour partie transposable. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de ce côté-là. Moi, je veux rebondir sur quelque chose que vous avez dit, c'est que les villages peuvent le faire avec l'appui des services de l'État et je trouve cette idée un peu géniale. C'est une idée qu'on retrouve beaucoup quand les départements s'engagent ou quand les intercos s'engagent qui après donnent un coup de main aux collectivités plus petites qui ont moins de ressources en interne. C'est vrai qu'on sait très bien quand on parle d'un village ou même d'une petite ville, ça va être porté par les élus. On le sait. C'est d'ailleurs la principale chose qui est prise en compte dans le label village. Il faut savoir que dans le label traditionnel, par exemple, la phase de consultation n'a pas le droit d'être menée par des élus pour garantir comment dire, une justesse de la parole et de s'assurer qu'en fait, c'était pas une réunion d'information politique, la phase de consultation. Dans le label village, cette obligation saute parce que dans un village, si c'est pas mené par les élus, c'est mené par personne. Ensuite, le diagnostic est en plusieurs étapes. Il y a des étapes, par exemple, rédiger l'état des lieux, qui est de la phase de recherche d'informations et de la phase un peu documentaire. Il y a de l'étape de consultation des partenaires ou des habitants. Il y a de l'étape de structuration de la gouvernance et il y a l'étape de préparation au label. Et la question, c'est quelles étapes pourraient les services de l'État aider, donner un coup de main, accompagner, proposer de la ressource ou de la méthodologie et comment ça peut se faire. Mais je trouve l'idée géniale de se dire, bon, bah, allez, l'État, les services de l'État, sachant que c'est quelque chose qui est porté au niveau national par la CNSA et le ministère, alors j'ai plus le titre exact actuellement, ça doit être famille, solidarité, santé, quelque chose comme ça. J'ai tendance à dire ministère de la Santé. Désolé, j'ai plus l'intitulé. On charge des personnes âgées. Comme ça, au moins, tu... Voilà. Voilà. Si les services de l'État peuvent s'engager aussi à fournir quelque chose, c'est hyper intéressant. Et je pense que si c'est une volonté, parce que j'ai vu que vous êtes de la DDTM 14 dans votre nom sur Teams, si c'est une volonté, je vous invite vraiment à contacter le réseau et à leur faire savoir cette volonté-là, si elle est suivie, pour échanger avec eux justement de ces modalités-là. Après, je pense que c'est des niveaux différents. Ce que permettraient les services de l'État et ce que permet un cabinet, notamment dans la phase de préparation au label, c'est des choses différentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont pas complémentaires et ce qui ne veut pas dire que l'intervention d'un cabinet est obligatoire. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus de dire attention, il faut absolument un cabinet. Il y a des villes qui le font sans cabinet. Maintenant, quand on a un village, qu'on n'a pas de ressources en interne, Voilà, et qu'il faut respecter le formalisme du label. J'ai envie de dire, si c'est pour faire la démarche Villamy des aînés, entre guillemets, pour la gloire, parce qu'on veut faire le diagnostic et que ça nous intéresse en méthodologie de projet, c'est assez facile si l'interco ou les services de l'État appuient. Si c'est candidater au label et donc obtenir des opportunités de financement avec le FATIS 2, je pense que c'est aussi, dans ce cas-là, c'est peut-être beaucoup plus dur si ça va reposer sur l'élu, parce que forcément, un label qui est 70 ou 110 critères, c'est des choses précises sur lesquelles il faut se préparer et s'anticiper. Maintenant, se dire, les services de l'État s'engagent pour faciliter la phase de diagnostic, entre guillemets, pour la gloire, parce que c'est ce qu'on veut dans la philosophie, y compris pour les territoires, je trouve génial, quitte à se dire, ben voilà, maintenant qu'il y a le diagnostic, vous verrez plus tard si vous voulez faire le label ou pas. Ça, je trouve l'idée super. Merci pour vos encouragements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Profitez de ce temps où les intervenants sont à votre pleine et entière disposition. Il y a des participants qui se posent la question d'entrer dans la démarche et plutôt qu'on puisse partager sur ce qui, enfin, les freine ou en tout cas, qu'est-ce qui ferait qu'ils sauteraient le pas d'entrer dans la démarche avec un accompagnement ou pas, mais en tout cas dans cette démarche. Parce que moi, j'ai souvent croisé au titre de l'Union départementale des CCS, beaucoup de CCS qui avaient envie
d'entrer dans la démarche, hein. Mais à chaque fois, il y a ce frein qui s'opère. Voilà, peut-être intéressant qu'on débatte ensemble et peut-être de lever justement ces doutes ou ces questionnements autour des freins possibles pour entrer dans la démarche. Madame Maudelanon ? Oui, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, par exemple, moi, mon intérêt sur ce webinaire, c'est en fait que je suis dans un village d'environ 600-650 habitants. Et la réflexion, c'est de construire quelques petits logements, mais 3, 4 T2 par exemple, dans le village pour les personnes âgées. Est-ce que là, je n'ai pas la réponse dans ce que vous me présentez. On n'a pas obligation d'être. Comment faire la démarche sans forcément partir dans un label ville ou village ami des aînés? Pour faire la démarche, dans tous les cas, les éléments obligatoires, ça va être la consultation des habitants, la gouvernance partenariale et l'état des lieux du territoire. Après, la question des logements que vous voulez créer, surtout si vous dites que vous êtes dans un village de 600-700 habitants, je trouve ça génial de pouvoir le faire. Mais dans quel cadre elle s'inscrit? Parce que l'idée de la démarche Ville-Amie des aînés, c'est de se dire, OK, super, quand vous avez un projet comme ça, on va le mettre en cohérence avec une politique du territoire, y compris sur les autres thématiques, pour pas juste créer quelques logements, mais pour créer des logements qui s'inscrivent dans une volonté plus globale de prendre en compte le vieillissement dans toutes les thématiques, y compris dans les liens avec l'interco, voire le département, voire la région, et d'autres partenaires, parce qu'on sait très bien que si vous êtes un village, comme vous l'avez dit, les ressources humaines, partenariales, financières et dispositives vont être portées uniquement sur votre collectivité à vous, mais il va falloir aller chercher d'autres partenaires. Après, voilà. Sinon, il faudrait que vous précisiez un peu votre question. Je ne sais pas si j'y réponds ou pas. Je ne suis pas sûr d'avoir compris l'entièreté de votre question et son périmètre entier. Après, je pense que là, vous parlez des logements. Alors, ce qui est intéressant, les logements, c'est une des thématiques prioritaires dans les collectivités, notamment les logements accessibles aux seniors. Après, la question du logement ouvre à la question de la mobilité, de l'accessibilité au commerce, l'accessibilité aux loisirs. Voilà, ça ouvre plein d'autres questions. Et je pense que la question des logements pourrait être un élément du plan d'action une fois le diagnostic complet réalisé. Je me trompe peut-être, Romain, mais l'idée du diagnostic, c'est d'une part, là, vous avez cette idée-là d'analyser est-ce que c'est vraiment les besoins de de votre territoire, et de le mettre en phase avec tous les autres axes justement qui sont audités et regardés dans le cadre de cette démarche complète d'aménagement du territoire et de l'intégrer après au plan d'action. Je ne sais pas, Romain, si... Oui, c'est exactement ça, l'idée de pourquoi pas avoir une vision plus large, mais j'aimerais bien, Madame Lasnon, peut-être que vous précisiez un peu ce que vous entendiez par dans quel... Enfin, j'ai du mal à comprendre le périmètre de votre question, peut-être par entre quels liens, parce que la question que vous posez un peu, c'est les liens entre les logements, la démarche. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris pour pouvoir vous répondre pleinement. Vous avez votre micro coupé, Madame Lasson. Oui. Voilà. Nous sommes un village qui veut rester un village rural, mais qui est très près d'une grande ville. OK. Vous êtes dans quel village, si ce n'est pas indiscret? C'est près d'Évreux, c'est à 6 ou 7 km d'Évreux. Comment il s'appelle? Gauville-la-Campagne. Gauville-la-Campagne. C'est un joli nom. En fait, justement, on veut garder ce nom de la campagne et on veut garder ce côté rural de la commune. Et en fait, en étant à 7 km d'Évreux, on n'a pas de commerce, on n'a pas les bus de la ville d'Évreux qui viennent jusque chez nous. Il y a plein de choses comme ça qui font que on reste ce village rural, et on a beaucoup d'habitants qui sont âgés
et qui aimeraient, quand ils seront obligés de quitter leur domicile, rester dans la commune. Donc, nous aurions la possibilité d'un terrain où on pourrait construire ce projet. Même moi, dans ma tête, il y a aussi d'y mettre une salle commune où on pourrait faire de l'intergénérationnel, bien sûr, mais on n'est pas, si vous voulez, un village de cette taille-là, on n'a pas envie forcément de partir dans une grande démarche autre, parce que on sait que de toute façon, tout ce qu'on veut faire part sur Évreux. J'entends ce que vous dites. Je comprends mieux maintenant le sens de votre question et le contexte. Merci Voilà. d'avoir précisé. Déjà, dans ce que vous me dites, il y a déjà au moins 4 des 8 thématiques. Vous parlez d'habitat, mais en fait, vous parlez de commerce, vous parlez de transport, vous parlez de lien social, vous parlez de culture, de loisirs, vous parlez de participation citoyenne, de vivre ensemble. Voilà. Et en fait, du coup, moi, je pense que l'intérêt sur un village comme le vôtre, c'est de se poser la question, OK, avec nos spécificités, si on se pose avec les habitants en anticipant et sur les 8 thématiques, comment on va faire de ce projet de logement une pierre angulaire du mieux vieillir sur la commune? Comment ces logements, ils vont peut-être nous permettre, peut-être qu'on va se rendre compte que dans le logement, en fait, ce qui serait génial, c'est d'avoir une petite épicerie solidaire ou une épicerie ambulante qui vienne une fois par semaine ou quelque chose pour remettre du lien social là-dedans. Je dis n'importe quoi. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, l'enjeu des mobilités dans le village, elle est ultra importante, ou peut-être et qu'on peut porter quelque chose, vous voyez. Et je trouve dommage de se dire, on va se contenter d'un logement. Et maintenant, sur la commune, surtout sur un village comme vous, ça peut vraiment être l'intérêt de se poser la question plus largement et derrière aussi de bénéficier de financement pour ce que vous allez faire. Et après, tout ce que vous faites va partir sur Évreux, non. Si on le fait justement dans cette idée de diagnostic, en sachant dès le départ que l'objectif du diagnostic, c'est de faire des choses sur le village, en gardant l'identité village, et pas en fait de faire un métro de Gauville jusqu'à Évreux pour que tout le monde aille à Évreux faire ses courses, il y a des choses à faire à l'échelle du village et dans la dynamique politique que vous voulez impulser et conserver. Mais je trouverais intéressant de se dire, allez, on sait qu'on a ce projet, on le garde sous le coude, on se pose la question des besoins à 360 degrés, des envies des gens, et on se sert de ces logements comme angle d'attaque pour répondre à tout ce qu'on peut répondre. C'est un avis personnel. Mais voilà. OK. Moi, juste pour compléter ce que dit Romain, je suis assez d'accord. Je pense que vous avez un projet là très concret, mais effectivement, peut-être que de le bâtir en y regardant l'ensemble des axes, enfin l'ensemble ou une partie des axes qui fait la démarche. En tout cas, ça ne peut être que structurant au sens global du terme pour vous. Et ça permet, ça permet aussi, parce que je crois que c'est extrêmement important, l'aménagement du territoire, ce que disait Romain, c'est-à-dire de ne pas voir partir tout le monde dans les grandes villes, ou en tout cas de surcharger les grandes villes quand elles le sont déjà. Et je crois en tout cas, pour aussi fréquenter un certain nombre de petits CCAS, donc de petits territoires et de petites communes, que l'envie des populations et de leurs élus, mais de leur population, c'est effectivement de bénéficier au plus près de chez eux, même lorsqu'ils habitent dans la campagne ou en campagne, d'avoir un certain nombre de services sur ces territoires à distance, j'allais dire à distance humaine, en tout cas à distance qui permettent à tout le monde de rester sur son territoire. Donc, à partir du logement et de votre projet, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de 3 ou 4 grands axes sur lesquels vous pourriez approfondir votre réflexion et du coup, construire, même si c'est de manière parallèle ou en tout cas de le mettre dans un rétro-planning, etc., c'est d'avoir une vision plus complète et de profiter de ce souhait d'investissement logement
pour aller un petit peu au-delà. Mais je rejoins complètement ce que dit Romain sur cette partie-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des interrogations comme proposait Monsieur Lejeune, hein, si certains ont des freins déjà identifiés, peut-être qu'on puisse en échanger. Je fais partie de la ville de Louviers, et donc avec Alain Lejeune et ma collègue aussi Céline Masseline, nous avons mené le dossier tambour battant. Moi, j'avais trois remarques à faire sur ce dossier-là. C'est en effet, comme je l'ai entendu, s'intéresser au sujet des personnes âgées, c'est s'intéresser en fait à toute la population. À partir du moment où on va arriver avec notre affichette Ville Amie des aînés et qu'on va vouloir discuter avec autrui, que ce soit des partenaires ou des services, si l'on se focalise uniquement sur une génération, on va dans le mur. On va dans le mur parce que certains pourront se sentir exclus. Et puis, il y aura peut-être ce rejet de dire oui, il y en a marre des vieux. Et là, on tombe dans l'agisme. Là, on peut faire révéler un certain nombre de choses. Je me suis retrouvé devant pas mal de freins, pas mal de discours qui tendaient à dire que c'est bien gentil de s'occuper des personnes âgées, mais ce n'est pas l'avenir, les personnes âgées. En tout cas, voilà. Donc, le fait est que Ville Amie des aînés, c'est s'occuper de toutes les générations et de l'intégration et la façon dont les uns et les autres peuvent interagir. Et on peut aboutir, grâce à cette démarche, à la fois sur tous les domaines et à la fois sur toutes les générations, on peut aboutir à des nouveaux projets, des projets intergénérationnels. Donc, c'est un peu l'évolution du dossier Ville Amie des aînés, c'est Ville Amie de tous les âges. C'est ce à quoi il faut arriver. Et c'est là où on peut trouver le moyen de faire des petits miracles, des choses très, très agréables. Et en effet, deuxièmement, la méthodologie est quelque chose d'essentiel. Et cette méthodologie, comme d'ailleurs le dossier lui-même dans son ensemble, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui évolue dans le temps et qui est à remodeler à tout moment. En effet, dans les cas où il y a donc un nombre d'habitants conséquent, etc. C'est valable aussi pour les petites communes. Mais disons que la formalisation du tout va évoluer au cours du temps et c'est pour ça que Ville Amie des aînés, le réseau, a prévu des audits de suivi et puis un cycle en fait à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, intégration, le vivre ensemble, la méthodologie et puis le fait que le dossier est un dossier vivant et qu'il permet de structurer en fait la vie et les choses autour de tout ça. J'aimerais rebondir sur cette chose que vous avez dit, Monsieur Benzekri, quand vous avez dit que les vieux, c'est pas l'avenir. Les seniors, c'est pas l'avenir. Et j'adore ce thème-là parce qu'on entend toujours en France un discours négatif et c'est vrai que beaucoup de personnes ont ce discours que vous avez entendu de dire les vieux, c'est pas l'avenir. Mais aujourd'hui, quand on est dans des territoires plus petits, des territoires ruraux comme la plupart des communes dans lesquelles vous êtes, si on prend aujourd'hui un jeune de 15 ans et un senior de 65 ans et qu'on revient dans votre territoire dans 10 ans, il y a beaucoup plus de probabilités que le vieux de 75 ans soit toujours là et soit toujours l'avenir de votre territoire par rapport au jeune de 15 ans qui a 25 ans sera à Paris ou à l'étranger ou dans une grande ville. Et c'est un élément qu'on doit prendre en compte quand on est dans un territoire rural, voire même périurbain. En fait, les vieux de 65, 70 ans, 75 ans sont sur les 10, 15 prochaines années certainement plus l'avenir que les jeunes.
Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir en tête quand on crée des politiques publiques et qu'on se pose la question de l'avenir. Et se dire, bah, en fait, c'est génial d'avoir des vieux. Ça permet de faire plein de choses. Puis ils vont consommer local, ils vont pas consommer sur Amazon. Puis ils vont faire vivre des choses sur place. Et ils vont participer à la vie politique, à la vie culturelle, à la vie associative. Et ils vont pas boire dans la rue sur des bancs jusqu'à 2 heures du mat. Donc en fait, il y a plein d'avantages à avoir des vieux dans son territoire. Oui, et on peut aussi dire que s'occuper des personnes âgées, c'est s'occuper finalement de toute la population. Et les choses que l'on fera pour les personnes âgées profiteront évidemment à toutes les générations. C'est ce que quelquefois les services ne comprennent pas. En interne, les services diront, nous, on ne se préoccupe pas de savoir quel est l'âge de la personne qu'on a en face de soi ou du projet qu'on va développer. Le projet, il va être pour toute la population. Et finalement, à un moment ou à un autre, les choses reviennent comme un boomerang. Et donc, s'occuper des personnes âgées, c'est s'occuper de mieux en mieux de toute la population, et quel que soit le service et quelle que soit la discipline que notre domaine de compétences. Merci beaucoup pour toutes ces interventions, c'est très riche. On insiste, effectivement, la démarche Ville Amie des Aînés, c'est une démarche participative de tous les habitants. Et ça, c'est ce que promeut vraiment le réseau. Et vous l'identifiez bien, peut-être que ce terme paraît restrictif, mais ce n'est pas du tout l'objet et la philosophie de la démarche. Et si je reviens un peu sur le petit schéma que je vous ai montré au tout début sur les déterminants, qu'est-ce qui conditionne comment on vieillit, et on voit bien que c'est la trajectoire de vie qui fait qu'on vieillit plus ou moins bien. Et c'est tout au long de la vie, donc quand on est enfant, quand on est adulte, que le vieillissement, il se construit. Et bien vieillir, c'est aussi tout ce qui se passe au préalable. Et vous avez raison, quand on met en place des choses pour une catégorie de la population, et elle sert à tous les autres. Je prends un exemple très bête qu'on ressort souvent. Des trottoirs adaptés à une mobilité réduite où il y a besoin d'utiliser des aides techniques, notamment des déambulateurs ou des choses de ce type-là, ça sert aussi aux mamans avec des poussettes, pour l'avoir vécu. Vous voyez, finalement, l'aménagement du territoire, il sert à tout le monde. Un banc pour pouvoir se reposer, ça peut servir aussi à des familles, des toilettes publiques. Enfin voilà, c'est des choses vraiment très concrètes et des points parfois qui sont vécus comme des détails, mais finalement, un aménagement, il sert à toute la population. Il ne va pas servir que aux personnes âgées. Donc ça, c'est important. L'accessibilité au commerce, tout ça, ce sont des choses très, très transversales. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir parlé de la méthodologie qui était dynamique et évolutive. Effectivement, comme tout plan d'action, un plan d'action, il ne s'arrête pas au moment où on le met en œuvre. Un plan d'action, ça se vit, ça se transforme, ça évolue en fonction du temps, des besoins, de l'évolution du territoire. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire au sein du Gérontopole, c'est de construire une dynamique d'animation une fois que les diagnostics sont mis en place, que les accompagnements sont réalisés entre membres du Gérontopole qui adhèrent au réseau pour pouvoir partager aussi entre vous, pour pouvoir accompagner la poursuite de la dynamique. Donc ça, ce n'est pas encore créé au sein du Gérontopole, mais notre idée, c'est vraiment d'accompagner et de promouvoir aussi la continuité de la démarche, parce qu'encore une fois, je vous le répète, on est vraiment adhérent du réseau Ville Amie des Aînés et on croit vraiment dans cette démarche. Mais pour qu'elle perdure, comme vous le dites, il faut qu'il y ait une dynamique et il ne faut pas que les choses s'arrêtent au moment où l'accompagnement se termine. Voilà, pour compléter, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? N'hésitez pas, c'est très libre. Oui, monsieur? Moi, je voulais faire juste une petite remarque. Ne pas oublier les EPCI et les communautés de communes, parce qu'il y a parfois même si un village ou une collectivité entre dans la démarche, c'est aussi intéressant que parfois ça soit la communauté de communes ou la collectivité un peu plus grande, puisque sur certains sujets, effectivement, ça peut dépasser le cadre strict de la collectivité. Et il y a peut-être des sujets sur lesquels, dès lors que l'EPCI a pris un certain nombre de périmètres d'intervention, ça peut être aussi intéressant d'interroger l'EPCI dans lequel on se trouve
sur un certain nombre de sujets. Et même si au sein de sa collectivité, on a des projets, bien évidemment, heureusement, mais le bon périmètre parfois peut être au-delà de sa seule collectivité en termes de réflexion ou de diagnostic. Oui, et vous avez complètement raison de le dire, hein, comme on l'a dit au début, cette démarche, elle s'applique à toutes les collectivités et on a des EPCI qui sont rentrés dans la démarche Ville-Amie des aînés, des EPCI qui mettent en place la méthode. Donc oui, effectivement, l'EPCI et l'agglo est tout à fait concerné aussi et peut tout à fait rentrer dans la démarche, faire un diagnostic. Hein, les responsabilités ne sont pas les mêmes selon la collectivité dans laquelle vous êtes. Voilà, les départements peuvent aussi être labellisés département Amis des aînés, et les régions, hein, il y a une première région qui est en train d'être en route vers le label, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, c'est vraiment, ça touche toutes les collectivités. Merci de le repréciser. Monsieur Benoît, Monsieur David, pardon. Oui, je rebondis sur l'intervention d'Alain Lejeune. Nous, on va justement mener au début des prochains mandats municipaux une relance des commissions communales d'accessibilité qui sont obligatoires dans les communes de plus de 5000 habitants et qui peuvent par ailleurs aussi être placées à l'échelle de l'intercom si les communes le souhaitent. Et donc, dans le cadre de ces commissions-là, justement, ça pourrait être l'occasion de sensibiliser sur le label, mais en fait plus généralement sur l'adaptation au vieillissement de la population. Et là, clairement, je pense qu'il y a un effet de levier qui peut être intéressant. Surtout en début de mandat. Ouais. Et donc ça sera à partir de 2026 ou à partir de quand vous imaginez cette relance? À partir de 2026. Là, pour l'instant, on est sur une phase de diagnostic où on regarde comment ça se passe dans le département et quelles sont les commissions qui sont dynamiques, celles qui sont tombées en désuétude ou qui ne sont plus organisées. Et l'idée, c'est d'avoir comme ça une vision claire de comment ça se passe pour pouvoir ensuite être dans l'opérationnel au début des mandats pour aller au contact en fait des nouvelles équipes qui vont prendre la main dans ces communes-là et les sensibiliser sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Benzekri? Oui, pour abonder dans votre sens, c'est vrai que on se sent souvent, peut-être d'ailleurs plus les petites communes que les autres, on se sent souvent seul au monde et puis délaissé par tout un chacun. Je crois que parmi les atouts qu'on peut trouver à une commune, c'est celle de jouer le jeu de l'intégration et de ce que j'appellerais le fonctionnement en cascade, solliciter le fonctionnement en cascade ou en poupée russe, c'est-à-dire qu'en fait, solliciter, faire en sorte de trouver un lien, une cohérence entre ce qui se passe au niveau régional, départemental, au niveau intercommunal et communal, c'est essentiel. Et on peut appeler, par exemple, un certain nombre de services ou de projets qu'on ne pourrait pas dérouler seul en tant que petite commune, mais qui peuvent faire l'objet, être intégrés à un autre projet ou être développés par le département, la région, qui, par exemple, pourrait se plaindre d'un mauvais accès aux droits de certaines communes. Et donc, chacun dans son camp, se trouvant isolé en disant on ne nous sollicite pas suffisamment pour telle chose, et d'autres qui diront moi, on ne vient jamais me proposer de m'aider. Cette démarche, elle a le mérite de faire parler et d'être transversale. C'est tout l'intérêt de la démarche aussi, hein, de s'intéresser sur les liens entre les différentes structures. Et je pense que ça peut déboucher sur plein de belles initiatives. Vous parliez tout à l'heure également de l'agisme, de certaines choses qu'on pouvait entendre sur certains territoires. Je pense que cette démarche, elle peut aussi faire parler et peut-être faire changer les regards
sur des idées reçues qu'on peut avoir a priori avant de débuter la démarche. Je pense qu'elle peut avoir cette vertu-là aussi, cette démarche. Alors, notre webinaire se termine. S'il n'y a plus de questions, peut-être Romain, si tu veux dire un petit mot. Et puis après, Monsieur Lejeune. Bien sûr. Bah, déjà, avant tout, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre intérêt. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Alain, Marine, le réseau Ville-Amis des aînés ou moi-même, si vous voulez avoir plus d'infos, peut-être échanger en privé sur des situations particulières, sur se projeter, comment faire. Moi, la dernière chose que j'ai à dire, c'est qu'on ne se rend pas compte, je pense, des externalités positives d'une telle démarche. Moi, c'est ce qui ressort des territoires que j'ai accompagnés, qu'on fait la démarche, qu'on eu le label. C'est génial, on a accès à des nouveaux partenaires. Dans les territoires, les collectivités un peu plus grandes, entre services, on bosse beaucoup plus entre services, en transversalité. Et c'est vraiment cette chose-là, ça donne une nouvelle méthode de travail, une nouvelle dimension pour ne pas faire les choses seul dans son coin. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à l'heure actuelle avec tout ce qui peut être fait par les collectivités et par les différents acteurs, c'est ne pas les faire seul dans son coin, mais pouvoir les faire ensemble et avec plus de cohérence. Voilà pour mon mot de la fin. Merci. Merci Romain. Moi, je vais peut-être rebondir sur ce que dit Romain, dire que ce qui est important, c'est de travailler en réseau. Effectivement, et je le dis d'autant plus facilement que je suis à l'Union départementale des CCS, qu'on est adhérent au Gérontopole, et en fait, je suis aussi président du comité 76 judo. Vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais on est en train de mettre en place un projet qui s'appelle 1000 dojos solidaires pour investir dans les résidences autonomie ou les tiers-lieux des pratiques de gym douce qui est de la prévention ou de la perte d'autonomie et de la chute. Je veux dire que tout ce qui travaille en réseau permet à la fois de réfléchir ensemble sur des initiatives portées par les uns et les autres. C'est aussi une aide pour interroger ce que dit Romain, donc effectivement complètement ouvert à ce qu'on soit sollicité, interpellé, questionné. On répondra sans problème. L'idée pour nous, l'idée essentielle, c'est que chacun avance vers les problématiques qu'on a ensemble pointé du doigt et pour lequel, si vous êtes à cette visio, c'est que probablement vous y êtes sensible et que vous avez envie d'aller plus loin dans votre réflexion. Voilà ce que je voulais dire et merci à Marine d'avoir organisé avec le Gérontopole cette visioconférence. Eh ben, merci à tous, merci Monsieur Lejeune, merci vraiment à tous les deux avec Romain. Et puis au plaisir, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'en savoir plus et d'aller plus sur votre thématique de territoire. On reste à votre disposition. Merci de votre présence, bonne journée à tous et bel été. Merci beaucoup.